On poursuit puisque l'un des enjeux de la construction de la citoyenneté, la prise de conscience, est aussi d'amener les moins convaincus à changer de point de vue et si possible leurs habitudes envers les milieux aquatiques. 2 projets en lumière à présent, celui de l'Agence régionale de la biodiversité et celui de l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Saint-André. Je me tourne d'abord vers vous, Karine Potin. L'Agence régionale de la biodiversité est opérationnelle depuis 1 an. Voilà. Elle a testé une opération Gaillard Pique-Nique l'an dernier, une campagne de sensibilisation qui va à la rencontre des usagers. Est-ce que vous pouvez nous retracer ce projet ? Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous. Donc, le titre de cette intervention, c'est « Comment accompagner le public dans l'évolution de ses comportements liés au milieu aquatique ». Donc je voulais tout simplement commencer déjà, parce que quand on parle d'accompagner le public, il y a différents types de public, donc différentes façons d'accompagner le public. Je ne vais pas m'attarder puisqu'on a eu une belle présentation sur les scolaires, mais dans les différents publics, vous avez évidemment les scolaires avec l'éducation, le grand public. Il y a dans ce grand public une catégorie particulière qui sont les élus, qu'il faut aussi accompagner dans leur changement à la fois d'accompagner dans leur changement de comportement, mais aussi pour qu'ils impulsent des changements de comportement dans le grand public et le secteur privé. Donc il y a plusieurs moyens d'accompagner le public, je les détaillerai après. Il y a éduquer, on l'a vu à l'instant avec l'éducation nationale. Il y a sensibiliser, communiquer. Ça, c'est quand on va faire prendre conscience pour après aller dans l'action avec mobiliser. Et il y a aussi la mise en place des aires protégées à La Réunion qui contribuent grandement à accompagner les changements de comportement dans le public. Donc pour cela, nous pensons qu'il faut diversifier les supports parce que nous avons différents publics. Il faut adapter son action en fonction du milieu, être original pour pouvoir attirer les publics. Et on l'a dit tout à l'heure, notamment avec la Fédération de pêche, qu'il faut aller aussi vers les publics. Donc, il y a différents types de publics, donc différentes façons d'accompagner le changement de comportement, mais il y a aussi, quand on parle de milieu aquatique, différents milieux aquatiques, entre autres les rivières, les zones humides et le milieu marin. Donc forcément, lorsque vous allez aborder des changements de comportement en fonction des milieux aquatiques, vous allez adapter en fonction du milieu. Et puis évidemment, on en a parlé aussi avec les aires éducatives, il faudra aussi montrer comment tout cela est lié, notamment avec le cycle de l'eau, puisque tous les milieux aquatiques sont liés. Donc je vais détailler un petit peu chaque façon d'accompagner. Donc la mise en place des aires protégées ou gérées. Donc à La Réunion, dans les milieux aquatiques, nous avons la réserve naturelle nationale de l'étang de Saint-Paul, la réserve nationale marine de La Réunion, l'étang du Gol. Et je voulais parler aussi de la réserve de Sainte-Rose, qui n'est pas gérée, mais qui a déjà été délimitée. Et toutes ces zones en milieu aquatique sont aussi sujets à discussion dans la stratégie nationale des aires protégées, puisqu'on sera amené à l'échelle du territoire à réfléchir, à augmenter ces zones de protection à l'échelle de La Réunion, voire à étendre les zones ou à créer de nouvelles zones pour protéger. Donc évidemment, ces zones à la base leur objectif principal est de préserver donc, ces milieux aquatiques. Et dans cette préservation, de par leur réglementation, de par leur sensibilisation, leur communication, elles vont changer le comportement du grand public. Donc, je vais passer très vite sur l'éduquer, puisqu'on en a parlé, évidemment, dans tous les programmes, les études au niveau scolaire, les éco-délégués, les projets d'établissement. On a parlé des aires éducatives et les interventions en classe, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'autre façon, et j'y reviendrai après avec justement Gaillard Pique-Nique, c'est de sensibiliser et communiquer. Donc sensibiliser, c'est susciter l'intérêt pour une prise de conscience dans le but après de mobiliser, de mettre en action. Donc il y a 2 types de façons de sensibiliser et de communiquer. Ça peut être par exemple, dans un premier temps, le public qui vient à nous. Lorsque l'on va dans des stands, dans des foires, des festivals, lorsque l'on crée des webinaires, lorsque l'on crée des événements, qu'on met en place des conférences. Et là j'ai mis des exemples de conférences et de festivals dans les milieux aquatiques qui ont eu lieu à La Réunion, comme le festival ornithologique à Saint-Louis, le festival de l'océan, Récif en Fête, qui est l'événement phare de la réserve marine de La Réunion. Donc là, c'est le public qui va venir à la rencontre, mais on s'est rendu compte que souvent, le public qui vient, c'est soit qu'il est à proximité, soit qu'il est déjà un peu sensibilisé ou en tout cas au courant.
Donc, ce qui est intéressant et qui peut être un peu plus original, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que maintenant, il faut aussi aller vers le public. Donc, soit de façon indirecte avec les émissions de radio et les journaux télévisés, intervenir dans les classes, mais aussi intervenir dans des associations, des collectifs, des institutions, intervenir aussi dans le secteur privé, dans les hôtels, les restaurants, dans les structures commerciales, pour parler justement de cette biodiversité, de ces milieux aquatiques, et comment on peut changer ces comportements à l'échelle individuelle, mais aussi collective, pour après, je l'ai dit, mobiliser. Parce que c'est bien de susciter l'intérêt, mais après, c'est pour que le citoyen puisse agir lui-même à travers des chantiers participatifs, notamment dans les luttes contre les invasives, les plantations, nettoyage du littoral, dans des ateliers, aussi de façon ludique, dans les escape games, et en faisant aussi de la science participative qui peut appuyer notamment les aires protégées. Et je disais qu'il est important aussi d'être original si on veut attirer, susciter l'intérêt et décloisonner les univers et aller là où on ne nous attend pas forcément. Donc au niveau social, aller dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier. En fait, pour changer les comportements, notamment au niveau de la protection de l'environnement, il faut aller dans les milieux où on n'en parle pas forcément. Au niveau culturel aussi, utiliser l'art, le conte, la musique, pour pouvoir toucher les gens, pour pouvoir faire peut-être prendre conscience aux gens. Le sport, investir aussi une des grandes activités de notre île, la randonnée, le trail, et aller, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, sur le secteur privé, pour sensibiliser, mobiliser le secteur privé. Donc nous, à l'ARB, on a eu l'idée de mettre en place une initiative qui s'appelle Gaillard Pique-Nique, parce qu'on s'est rendu compte, vous le savez, le pique-nique, c'est le sport national à La Réunion. C'est aussi une activité qui regroupe énormément de personnes à un même endroit, et souvent dans des espaces naturels remarquables, sensibles, où il y a un certain nombre d'enjeux, de problématiques. Et il me semblait intéressant justement d'aller à la rencontre de ce public pour à la fois lui parler de l'environnement dans lequel il est et aussi le sensibiliser à certains enjeux. Donc c'est un événement éco-responsable pour sensibiliser aux bonnes pratiques du pique-nique. Un format unique, c'est la première fois que ça se fait, avec des animations, des ateliers, des rencontres sur le terrain, pour réduire, on l'espère, l'impact des pique-niques sur la biodiversité réunionnaise et mobiliser les citoyens autour d'un moment convivial. Donc il y a eu 6 sites l'année dernière qui ont été investis. Donc le Brûlé, Maïdo, Saint-Leu, Grand-Anse, Petite Plaine et la Rivière des Roches. Donc en gras, les 3 sites dans les milieux aquatiques. Donc on avait un petit village biodiversité qui était installé sur chaque site avec plusieurs partenaires. Et cette année, on va renouveler l'expérience avec d'autres sites. Et au niveau des milieux aquatiques, il y aura entre autres, on l'espère, la réserve de l'étang de Saint-Paul et l'étang du Gol. Et on va peut-être renouveler, on hésite encore avec la Fédération de pêche à Grand-Anse ou à Langevin. Donc c'est une approche conviviale et ludique avec des parcours d'activités sur la biodiversité. Donc les participants découvrent la faune et la flore à travers des jeux interactifs et des défis éducatifs. Donc tout cela évidemment dans une ambiance conviviale et agréable et positive, avec des cadeaux à gagner, parce que c'est ça aussi qui attire les gens dans la sensibilisation, évidemment avec des cadeaux éco-responsables et réutilisables, avec un espace visible et attractif. On avait des bâches qui étaient installées pour informer, guider, sensibiliser les visiteurs. Donc ça a été un succès. On a quand même eu la chance d'avoir 30 partenaires engagés à nos côtés, avec des associations, des structures institutionnelles. On a eu aussi la chance d'avoir des services civiques à nos côtés, et on avait une aire éducative, notamment à Saint-Leu, avec l'aire marine éducative de Saint-Leu. On a eu des soutiens institutionnels, et on a eu une couverture médiatique, et on a pu bénéficier, je le dis aussi, à un cofinancement de la région et de la Fédération de pêche qui a permis du coup la belle réussite de ce projet. Donc on a fait une petite analyse, parce qu'il faut aussi prendre du recul sur ce que l'on met en place. Donc au niveau des points forts, donc le choix des sites globalement a été judicieux. À part le site, on avait le site du Brûlé. Malheureusement, il avait plu, donc il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Donc c'est un site qu'on ne renouvellera pas. Les activités, les supports ont été variés et proposés par les partenaires. Donc merci, il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient avec nous à nos côtés pour cet événement. On a la présence des services civiques qui a permis aussi de faire du lien entre les stands et les gens. Donc ils allaient à la rencontre des gens avec des quiz, avec des questionnements, et ils ont été très très bien reçus par les gens qui leur proposaient même des petits verres et tout ça. Et on a eu la chance d'avoir l'aire marine éducative à Saint-Leu,
Et puis les cadeaux et les quiz qui a permis aussi de rendre ça un petit peu ludique. Donc évidemment, il y a des axes d'amélioration. Parce que pour la petite histoire, à la RB, quand on a mis en place cette opération, j'étais pendant 9 mois toute seule pour l'organisation. Après, on n'était plus que 2. Et on se rend compte qu'avec 6 sites, c'est compliqué qu'à 2. Et là, on est à 5 à la RB. Donc, on s'organisera mieux logistiquement et pour le matériel. On va mieux communiquer et coordonner à travers les sites. Et on va plus associer aussi, parce qu'on a vu le bel exemple de la Rivière des Roches, on va plus associer les associations de quartier qui ont participé, qui ont été avec nous aussi et qui ont rendu cet événement beaucoup plus intéressant. C'était super. Il y avait par exemple des fonds de care des seniors, on va dire, d'une certaine résidence, et c'était très émouvant aussi. Ce lien aussi intergénérationnel. Communication plus accrue au niveau externe, et on va essayer aussi, dans la mesure du possible, sur les futures zones de pique-nique, qu'il y ait la présence des aires éducatives du coin aussi. Impliquer aussi, ça on espère, donc là je lance un petit appel à ceux qui sont là, qu'il y ait plus d'implication des services biodiversité, des EPCI et des communes à nos côtés sur les sites de pique-nique. Et on va travailler aussi sur le défraiement des acteurs associatifs, parce que c'est pas toujours évident de mobiliser des acteurs, notamment le dimanche. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors parmi les acteurs, l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Saint-André a participé à cette opération. Patrick Amourdom, président, nous en dira peut-être un mot, mais peut-être nous parler d'abord de ce que fait plus spécifiquement l'association à Saint-André. Elle propose un parcours pédagogique sur le petit étang. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, bonjour à tout le monde. Vous avez raison, je vais vous présenter donc ce qu'on fait au petit étang de Saint-André. Alors, déjà, le petit étang de Saint-André, c'est une zone humide de 4 hectares sur laquelle l'association APMASA intervient sur près de 3 hectares. C'est situé au nord-est de l'île, en frange littorale du site touristique du Colosse. Ici, le Colosse, la frange littorale. Et initialement, ce petit étang était l'extension de la zone humide de l'étang de Bois-Rouge, qui est l'un des 3 principaux étangs littoraux de la Réunion. Le réseau associatif auquel nous appartenons, c'est un réseau associatif loi 1901, un réseau d'associations agréées, puisque le sigle, ça veut dire Association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, qui tient ses missions en fait, du Code de l'environnement et des missions reconnues d'utilité publique, en particulier les fédérations départementales, puisque nous sommes agréés donc, par le préfet. En France, il faut savoir qu'il existe plus de 1 500 000 pêcheurs, titulaires de la carte de pêche, hein, je précise, puisque un pêcheur, c'est ceux qui pêchent avec de bonnes pratiques. 3 400 APPMA en France, regroupés en 94 fédérations départementales. Il n'y en a qu'une en Outre-mer, celle de la fédération départementale de la Réunion, 2, je corrige. Et donc, la fédération départementale des APPMA à la Réunion, plus communément appelée fédération de pêche, puisque depuis ce matin, on faisait allusion à la fédération de pêche, c'est la même. Nous avons pour mission de délivrer les cartes de pêche réglementaires de loisirs en eau douce. Nous menons aussi des missions de garderie-pêche, le suivi piscicole et environnemental dans les rivières, une gestion piscicole donc des rivières avec la restauration écologique des zones humides, milieux aquatiques de façon générale, et une mission non des moindres, on en discutait depuis ce matin, l'information et l'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous reversons donc sur le permis de pêche, la carte de pêche, les pêcheurs cotisent à la redevance pour la protection des milieux aquatiques et nous reversons donc cette manne financière aux agences de l'eau. Au niveau national, cela représente plus de 7 millions d'euros que nous reversons aux agences de l'eau, puisque nous sommes tous affiliés à une fédération nationale. Alors, au petit étang, c'est l'axe pivot, en fait, le point pivot de l'association en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous accueillons fréquemment donc, sur ce site les scolaires et le périscolaire.
Depuis 2017, nous avons accueilli plus de 1370 jeunes donc scolarisés et nous accueillons aussi régulièrement le grand public, des groupes spécifiques, des bénéficiaires, France Travail, Mission Locale, des comités d'entreprise, des associations de filières de métiers, des membres de comités citoyens et des élus. Vous avez raison, dans ce public qu'on accueille, il est important d'informer, de sensibiliser, de mobiliser le plus grand nombre. Et nous avons donc comme ça accueilli 1080 personnes adultes sensibilisées depuis 2017. Nous intervenons en général en 3 séquences. Donc d'abord un parcours de découverte, environnement du site, la faune, la flore, les problématiques, les enjeux et les mesures préventives ainsi que les mesures correctives que nous menons sur le site. Mais on va au-delà du site, on parle également de façon générale. Nous avons pour les plus jeunes des ateliers ludiques et pédagogiques illustrés par des photos à côté. Et nous avons aussi mis en place depuis 2020 des ateliers participatifs de reboisement des berges, puisque protéger un milieu aquatique, protéger l'eau, c'est aussi protéger son environnement immédiat. Et donc nous réalisons comme ça tout un périmètre de protection végétalisée. Et donc ça entre dans le cadre du plan 1 million d'arbres du conseil départemental. Nous avons planté comme ça jusque-là plus de 1500 arbres depuis 2020. Et je voulais aborder également donc les conditions qui nous permettent qui nous facilitent en fait la mise en œuvre de ce parcours pédagogique, puisque effectivement sur ce site nous avons une zone naturelle périurbaine avec un statut juridique du domaine public fluvial et une reconnaissance dans l'inventaire des zones naturelles à intérêt écologique, faunistique et floristique. C'est déjà un apport fondamental, puisque l'idée, nous avons retrouvé ce site en dégradé, et l'idée c'était déjà de faire de la restauration écologique pour mieux accueillir mais préserver aussi certaines zones. Ce site fait l'objet d'un plan de gestion, ce qui assure la durabilité et nous permet d'aménager le site avec des investissements du conseil départemental dans le cadre de la restauration écologique, mais pas seulement, puisqu'on répond aussi à des appels à projets. Nous avons obtenu des financements de l'Office de l'eau, des financements de l'OFB, et nous avons bien sûr un soutien logistique, notamment des collectivités locales, communes et intercommunalités. C'est un site, comme je vous le disais, qui présente un intérêt écologique et ça nous permet d'illustrer les problématiques des milieux aquatiques et des zones humides. C'est un site accessible aux personnes à mobilité réduite, puisque en frange littorale d'un site touristique déjà accessible, et ça nous permet donc d'accueillir facilement des différents publics par l'intermédiaire du parc touristique du Colosse, puisque nous avons ici toute une logistique de stationnement, pour les commodités, de restauration et bien d'autres avantages. Et ce qui nous permet aussi de développer toute une dimension avec plusieurs parcours, plusieurs possibilités d'activités qui répondent parfaitement aux besoins des publics qui viennent sur le site. J'aimerais juste insister sur ces trois paramètres, puisque ce sont vraiment des paramètres facilitateurs pour les projets de sensibilisation qui nous permet d'être plus près de la nature et du public, et puisque ça nous permet une identification du site, ça nous permet une aisance logistique et qui est vraiment encourageante pour le public qui veut venir sur le site, mais aussi pour l'organisateur. Et ça nous permet aussi d'entrer en synergie avec plusieurs autres événements, que ce soit sur le site ou même en faisant écho à d'autres événements qui sont sur les régions d'à côté. Et ici, nous avons quand même identifié des pistes de progression, puisque nous avons encore pas mal de possibilités pour aménager le site pour mieux accueillir, mais aussi pour concilier préservation et accueil du public.
Et nous avons aussi encore une grande marge de manœuvre en termes de partenariat avec des acteurs locaux. Et sur le contenu, on aimerait bien, et avec une forte volonté, puisqu'on va le faire, c'est évoluer, faire évoluer donc vers une sensibilisation autour de toutes les thématiques et les problématiques liées à l'eau, non pas rester uniquement sur une approche biodiversité. Et sur la forme, on va développer toute une approche d'accompagnement, au-delà de rester sur de la sensibilisation de l'information, accompagner dans un itinéraire à l'éducation, à l'environnement et au développement durable sur, comme je vous disais, l'ensemble des thématiques liées à l'eau. Sur site, mais aussi en école. Monsieur Mogard, le président de la fédération, le disait à juste titre, quand on ne peut pas ramener l'école vers nous, eh ben on va aller vers les écoles. Mais l'idée, c'est aussi de permettre aux écoles, et pas seulement les écoles, mais les autres publics, de venir profiter de cet espace de plein air, tout en respectant la nature. Et on va créer des liens avec d'autres sites et d'autres partenaires pour renforcer cet itinéraire. Je souhaite là quand même dire qu'il est important de compléter l'exercice de sensibilisation par ce travail d'accompagnement sur l'itinéraire de découverte. Et puis un itinéraire de découverte qui permet l'approfondissement, puisque c'est par ce biais qu'on va pouvoir changer le regard sur le milieu aquatique et leur biodiversité. Et c'est ainsi qu'on souhaite promouvoir en fait le changement des comportements, en tout cas avoir un comportement respectueux, puisque on va dire, pour nous, comprendre, c'est aussi, ça permet aussi de motiver pour agir au final. Et l'APMASA en fait développe pour compléter donc toute cette approche, développe donc l'aire éducative de la rivière Sainte-Suzanne aux côtés de 2 écoles, puisque l'aire éducative de Sainte-Suzanne a la particularité de rassembler 2 écoles, l'école La Marine de Sainte-Suzanne et le collège du lycée Langenier de quartier français qui se situe aussi sur Sainte-Suzanne. Donc c'est une aire éducative qui, comme vous l'avez expliqué les séquences précédentes, qui permet une gouvernance participative des plus jeunes et avec un itinéraire pluriannuel. Et ça va nous permettre pour la MASA de faire une comparaison entre l'environnement du petit étang et celui de la rivière Sainte-Suzanne aux côtés des écoles. Et là, pareil, j'aimerais insister sur un point, c'est que l'association souhaite en fait se proposer comme support pour les écoles, pour leur permettre d'accéder à d'autres moyens, donc notamment financiers. On était en train de dire que les moyens financiers sont très, très maigres. Et effectivement, l'association peut permettre à l'école, en mutualisant des actions, en montant des projets et aller chercher des financements auprès de partenaires, réinjecter ces moyens donc, dans leurs actions, au-delà de toute la logistique humaine et matérielle qu'on peut apporter gracieusement, comme le précisait M. Mogard. Voilà. Et à ce stade, je voulais juste remercier tous les bénévoles et tous les salariés qui s'impliquent et qui s'engagent au quotidien pour faire progresser toute cette approche. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il est bien question avec chacun de vous là d'aborder de façon très concrète comment est-ce qu'on peut accompagner le grand public dans l'évolution de ses comportements en milieu aquatique. Est-ce que ces 2 exemples concrets vous inspirent? Moi, j'aurais peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, mais moi j'en ai une. Comment est-ce qu'on aborde la question de la prévention sans le côté moralisateur qui accompagne parfois la sensibilisation à la préservation de l'environnement? Comme on l'a vu dans ma présentation, alors déjà évidemment il faut aller avec un discours positif. Nous on ne fait pas du régalien, on est là pour sensibiliser, pour former, pour communiquer. Donc c'est d'un point de vue positif, ludique, par le jeu.
parce que les adultes sont des grands enfants, hein, ils aiment aussi jouer, et ils apprennent beaucoup en jouant. Donc c'est en étant positif, en les faisant participer. Je crois aussi que le citoyen maintenant, il ne veut plus qu'engranger de l'information, il a envie de participer, c'est pour ça qu'on parlait de mobiliser, il a envie de faire. Et c'est en allant sur le terrain, en faisant des chantiers, en étant vraiment dans la réalité que tout cela va changer. Et ce que je l'ai dit aussi, il faut être original et il faut capter les gens de différentes façons. Il y a des gens qui vont être visuels, il y a des gens qui vont, c'est la musique qui va leur parler, il y a des gens c'est un spectacle, il y a des gens ça va être une sortie botanique, etc. Donc il faut multiplier, varier les supports de sensibilisation et puis aller aussi, ce que j'ai dit, il faut aller dans les endroits où on ne nous attend pas. Voilà. Très bien. Merci. Est-ce que de mon côté, pour compléter ces propos, apprendre à aimer pour protéger. C'est comprendre, apprendre à aimer son milieu. Et c'est en découvrant qu'on apprend à aimer, puisque des fois, on a tendance à dire que c'est loin de nous. Et bien, on a beaucoup de sites qui sont très près. Et donc, quand on aime, on protège. Créer du lien, en fait, c'est ça. Recréer le lien avec le milieu aquatique. Alors, on vous écoute. Oui, toujours Gaëtan Waro, Association citoyenne de Saint-Pierre. Je voudrais dire que la sensibilisation, ça fonctionne quand il y a une cohérence avec, par exemple, le modèle touristique de La Réunion. On ne peut pas demander aux gens d'être respectueux lorsque l'on a un modèle touristique qui ne respecte ni les habitants, ni les milieux, ni la faune. Je donne par exemple l'exemple du combat que nombreuses associations mènent depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, contre le modèle touristique des survols touristiques motorisés, pollueurs sonores et atmosphériques, émetteurs de gaz à effet de serre. On parle du réchauffement climatique, mais La Réunion est devenue un hotspot de la pollution sonore d'origine touristique, par exemple. Donc il faut une cohérence, il faut des exemples. Et, comme disait Mme Potin, ça doit venir aussi, l'incitation, elle doit venir avec l'écoute des habitants, des gens du lieu. Quand on va dans une zone, effectivement, la priorité, c'est de se concerter avec les habitants. Je cite l'exemple encore, toujours modèle touristique, le fameux projet Baleine, qui veut s'approprier le littoral de Grand-Bois. Vous voyez, sans aucune concertation. Et on impose un modèle, alors qu'un musée, une boîte fermée, ça peut s'installer n'importe où. On doit préserver les espaces littoraux, souvent les étangs, etc., mais pas seulement, les bords de mer. Dans une île où la population augmente. Donc il faut absolument revoir, à notre sens, le modèle touristique de La Réunion et demander aussi aux Réunionnais qu'est-ce qu'ils veulent comme modèle. Est-ce qu'on continue comme avant, le toujours plus? Madame Potin parlait du trail. Vous avez le Grand Raid, on sera maintenant à plus de 7000 concurrents. Donc est-ce que c'est le toujours plus ou est-ce qu'il faut aller vers du mieux avec l'assentiment de la population locale? C'est elle la première concernée. Les touristes ne sont que de passage. Alors, merci. On va laisser un temps de parole pour pouvoir répondre. Est-ce que vous souhaitez réagir Juste vite fait, il a raison, il faut évidemment être cohérent, mais c'est sûr que c'est compliqué quand on va voir le citoyen lambda, de lui demander de changer son comportement si à côté il voit que on le fait pas. Maintenant il faut quand même le faire parce que nous c'est notre parti, mais il faut aussi qu'on sensibilise, qu'on forme aussi les élus pour qu'il y ait des meilleures actions, qu'il y ait une meilleure cohérence aussi à l'échelle du territoire, et surtout on en parlait tout à l'heure avec les aires éducatives, il faut travailler à cette fameuse échelle du bassin versant, la gestion intégrée du territoire. Il faut plus cloisonner chacun de son côté, et nous c'est ce qu'on va s'attacher, en tout cas à participer à l'ARB, à faire en sorte que tout le monde travaille, notamment sur cette grande échelle. Merci beaucoup. Alors j'ai vu des mains se lever au fond, et j'aimerais qu'on puisse partager aussi ceux qu'on n'a pas encore entendus. Alors, on vous repasse le micro juste après, monsieur. Bon, moi ma question va être très courte. Est-ce que vous pourriez juste présenter? Oui, bien sûr, bien sûr. Katie et Larry, association Attaque. Donc, je voudrais poser à Madame Potin la question suivante. Comment faites-vous pour sensibiliser et mobiliser le secteur privé, qui, bien sûr, est quand même responsable de certains dégâts environnementaux, n'est-ce pas? Merci. N'est-ce pas En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au sein de l'agence régionale, je ne vous vois pas, de biodiversité, on commence tout juste, et on va mettre en place justement un certain nombre de dispositifs. Donc déjà, la première chose, c'est déjà d'aller écouter, d'aller rencontrer déjà les acteurs économiques. Et nous, on va mettre en place avec l'OFB, on va commencer à mettre en place le label Entreprise engagée pour la nature.
où on va travailler avec les entreprises à des programmes d'action au sein de leurs entreprises pour qu'elles améliorent déjà leurs pratiques au sein de l'entreprise, mais aussi qu'elles s'investissent dans des actions en dehors et qu'elles participent aussi financièrement, pourquoi pas, au financement d'actions en faveur de la biodiversité. Donc on va travailler là-dessus, donc il faut travailler là-dessus, il faut former le secteur touristique. Malheureusement, il faudra aussi leur trouver un intérêt pour qu'ils y soient. Enfin voilà, c'est tout ça. Et nous, c'est aussi, quand on dit qu'il faut décloisonner les univers, alors il faut essayer de concilier aussi développement économique. C'est pas évident avec la biodiversité, mais il faut travailler, il faut accompagner, il faut proposer des outils, voilà, comme les labels. Il faut proposer aussi de mettre en place des produits écotouristiques avec un vrai dialogue, avec une vraie réflexion qui permet à la fois de protéger l'environnement et de concilier le développement, parce que il existe, on ne pourra pas enlever du jour au lendemain toute l'économie. Il faut réfléchir, il faut travailler ensemble. Merci. Oui, alors j'ai vu... Oui, allez-y. Donc, d'abord, un constat général. Moi, ça me fait chaud au cœur d'entendre, quand on parle de bien commun, ce bien commun, on ne partage pas qu'entre nous, humains, mais qu'il faut aussi penser à tous les êtres vivants qui nous entourent. Donc les différentes expériences avec les écoles et puis ce que vous présentez me semble mettre l'accent sur le fait qu'on n'est pas là pour s'accaparer cette ressource que pour les besoins de l'humain, parce que sans le reste des êtres vivants, nous ne pourrions pas vivre non plus. Ça, c'est une première remarque. Ensuite, j'avais une question par rapport à vos deux interventions. En termes d'impact sur la sensibilisation des publics, on a quelques beaux résultats. Je voulais savoir si vous faites un suivi pour voir s'il y a un vrai impact ensuite dans les comportements, dans les actions. Que les gens viennent, qu'ils participent à vos opérations, c'est une bonne chose. Est-ce qu'ils en repartent, j'allais dire, transformés? Est-ce que ça modifie vraiment leur comportement? Est-ce qu'il y a des constats qui existent pour dire que, en termes d'évaluation, le compte y est, quoi? On va le voir, nous, par exemple, avec Gaillard Pique-Nique, pour voir si, au fur et à mesure du temps, peut-être que les sites de pique-nique seront plus propres. Je pensais à ça, un indicateur, notamment. De mon côté, j'aimerais juste dire que on voit l'impact au travers notamment de les liens qu'on crée avec les autres, c'est-à-dire que on accueille les scolaires, oui, on n'accueille pas que les scolaires, on accueille aussi des stagiaires, on accueille aussi des salariés qui sont là à durée déterminée. On fait de la formation aussi au travers des partenariats avec l'université et autres. Et on voit quand même se développer beaucoup plus d'actions qu'auparavant. On est beaucoup plus nombreux à le faire. Donc déjà, ça, c'est un indicateur. Voir fleurir les séries éducatives, voir fleurir tous les chantiers à ce propos, et voir le nombre d'acteurs qui se multiplient là-dessus et de plus en plus jeunes, en fait. Et c'est aussi un indicateur. Ce sont les premiers enfants qui ont été sensibilisés qui aujourd'hui portent. Moi déjà, j'ai porté, mais aujourd'hui, il y a des jeunes dans la salle qui portent aussi. Gabriel Waro, qui n'est pas de ma génération. Donc ça, c'est aussi un gros indicateur. Et effectivement, maintenant, il faudrait voir aussi de façon, essayer d'évaluer en plus grosse masse. On est d'accord. Donc sur l'impact et sur le grand public de façon générale. Et alors, si vous me permettez, j'ai en tête un chiffre de la présentation d'Anne-Sophie Payet tout à l'heure qui, dans l'enquête déclarative, mentionnait que 89% des Réunionnais déclaraient aujourd'hui faire davantage attention à leurs gestes et à leurs comportements. Alors évidemment, ce n'est pas spécialement... faut recontextualiser, est-ce que c'était l'utilisation de l'eau, etc. Mais en tout cas, en termes de consommation, mais en tout cas, sur la base de ces données, il y a peut-être aussi un temps zéro qui permettra de suivre les comportements. Pardon, j'enchaîne. Vous aviez levé la main et Madame Ardon aussi. Oui, moi aussi. Et alors, on arrive. On fait la courte paille alors. Alors, Madame Ardon, si vous permettez, on va vous laisser... Alors, c'est moi ou lui? Allez-y, vous avez le micro. Honneur aux dames. Allez. Oui, je m'adresse à la fois à l'ARB et à vous, Monsieur Amour d'Homme, c'est bien cela.
Vos opérations sont intéressantes. Vous avez fait un gros travail de sensibilisation et d'aller vers les gens. Vous êtes intéressé au milieu aquatique. Or, nous avons vu le taux de pollution. Est-ce que vous êtes en rapport avec les agriculteurs, puisqu'il est question de bassins versants, donc de tous les usagers? Et pour l'ARB, je pose la même question qui s'adresse également à vous, puisque vous balayez tous les secteurs. D'autre part, en ce qui concerne le littoral, est-ce que lorsque vous allez vous rapprocher des collectivités, à des intercos, est-ce que vous avez une écoute? Est-ce qu'ils vous invitent, Monsieur Amourdom par exemple, sur les recommandations? Est-ce que vous pensez qu'au niveau de ces intercos, il y ait des oreilles, une écoute attentive? Et surtout, qui se mettent en réalité après dans les actions? Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous êtes écoutés? Allez, Alors, je vais commencer. Alors, sur l'approche pollution, alors j'ai la chance d'être de deux côtés de la ligne. Je suis bénévole associatif et je suis aussi agent de la territoriale, donc qui travaille au sein d'une collectivité à Saint-Uzanne et qui travaille qui joue un peu le rôle de facilitateur pour développer donc toute la dynamique. Et sur les deux, aussi bien Saint-André qu'à Saint-Uzanne, puisque j'ai parlé de Petit Étang, mais j'ai aussi parlé de l'aire éducative. Les deux ont la particularité de suivre un plan de gestion. Aussi bien au Petit Étang, il y a un plan de gestion du Petit Étang, il y a aussi un plan de gestion de la rivière Saint-Uzanne, qui ont été initiés par les collectivités. C'était réalisé par la commune de Saint-André, ça a été réalisé par la commune de Saint-Uzanne pour la rivière Saint-Uzanne, et repris, poursuivi par la CINOR. Et sur ces deux plans de gestion, en fait, on a effectivement touché du doigt cette problématique de pollution diffuse notamment, et donc cet enjeu d'accompagner les agriculteurs. Et oui, on s'attache à aller vers les agriculteurs, à dialoguer avec eux au travers de plusieurs outils. Il y a aussi un outil que portent les collectivités au niveau de la charte agricole, par exemple. C'est aussi des biais. On a un réseau d'acteurs, on a un comité de suivi du plan de gestion et la fédération participe à cette animation. La collectivité porte l'animation, CINOR et commune entre autres. Et on retrouve, la Chambre d'agriculture, on retrouve d'autres acteurs. Et effectivement, il y a des actions qu'on mène, qu'on est en train de mener. C'est difficile. Ce ne sont pas des actions faciles à mettre en œuvre, puisque ça touche vraiment les pratiques et ça nécessite effectivement une synergie beaucoup plus complète pour pouvoir impacter et faire évoluer les comportements beaucoup plus vite, puisqu'on a aussi une notion de temporalité, puisque rien ne va assez vite au final. Et donc ça c'était pour aborder la question de la pollution. Et sur l'écoute, au final vous avez compris au travers de ce que je disais, on a vraiment un grand partenariat qui se tisse avec les intercommunalités, avec les communes, et notamment on a la chance à la fédération, on a pu développer une convention d'objectifs avec la CINOR. C'est la première du genre à La Réunion. Je vais être assez rapide, puisque par rapport à le lien avec le secteur agricole, pour répondre à Madame Ardon, déjà dans notre conseil d'administration, il y a la Chambre d'agriculture, donc qui est déjà représentée. C'est de la même façon que les intercommunalités sont toutes représentées en tout cas au sein de la RB, donc forcément on a une écoute et on essaie de les sensibiliser, de les conscientiser aussi à travers certains événements. Donc j'espère que pour le prochain Gaillard Picnic, on aura toutes les intercos qui n'étaient pas forcément là la dernière fois. Ensuite, en termes de programmation, on est invité maintenant à toutes les réflexions, toutes les stratégies, les planifications des intercos, le SAR, les plans climat, etc. Donc on est intégré aux réflexions à cette échelle-là. Mais c'est sûr qu'il faut travailler, et notamment aussi, j'ai oublié de le dire, de la même façon qu'on va mettre en place le label entreprise engagée pour la nature, avec l'OFB aussi et la région, on va initier aussi le label territoire engagé pour la nature, pour avoir encore plus de plans d'action en faveur de la biodiversité, de la protection de l'environnement, pour accompagner les collectivités dans cette démarche. Merci. Alors qu'on découvre aussi les illustrations de Marie Hamon. Question. Merci. C'est pas une question, c'est une proposition. Je suis Christophe Barbarini et je fais partie de la CSP.
Je remercie mon président pour sa prise de parole tout à l'heure. Je voulais suggérer en fait, la CSP, c'est l'Association citoyenne de Saint-Pierre. Et je suis référent urgence climatique dans l'association. Et je vous remercie pour vos initiatives et pour ce que vous mettez en place. C'est pour moi des gages d'avenir et c'est vous qui avez la solution d'un développement réellement durable. Et je voulais vous inviter à, si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être créer un indice à destination des EPCI, des intercos, de la surface concernée par vos aires éducatifs pédagogiques terrestres. Si on fait le ratio en fait, de ces aires éducatives par rapport au reste du foncier public et à ses utilisations, ça peut être très informatif et ça peut permettre aussi de montrer quels sont les intercos qui prennent véritablement conscience de la situation dans leur aménagement à venir. C'est très intéressant. Après, juste pour juste modérer par rapport au fait d'avoir des aires éducatives, c'est super intéressant. Il faut vraiment aller là-dessus à l'échelle du territoire. Après, il faut bien comprendre que mettre en place une aire éducative, il faut qu'il y ait de l'accompagnement. Il faut que voilà. Je veux dire, faut pas juste. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais on peut pas juste parler de surface. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement derrière. Et plus on aura d'aires éducatives, mais il faudra voilà. Merci pour cette proposition. Ça me permet de rebondir et de vous rappeler que ce soit tout de suite ou tout à l'heure, vous allez pouvoir écrire vos propositions, qu'elles ne soient pas perdues. Donc, typiquement, là, c'est un très bel exemple et qui pourront trouver un écho directement auprès des organismes concernés ou même trouver un écho un peu plus tard dans l'année à l'occasion des rendez-vous de l'eau que j'ai mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Hubert ? Attendez, on vous amène un micro. Merci, je voulais rebondir sur une intervention tout à l'heure et quelque chose de bien précis, sur les contradictions qui peuvent exister dans nos comportements sur la protection de la biodiversité. On a cité l'exemple du trail, un phénomène qui connaît un boom extraordinaire à La Réunion, que je connais bien aussi, j'étais président de la Ligue réunionnaise d'athlétisme, et j'ai vu la progression de ce phénomène. On a cité l'exemple du Grand Raid, 7000 participants sur 4 jours, participants à la course. Mais vous avez aussi les accompagnants qui ont un impact particulièrement important sur tout le reste du parcours. Vous avez 120 courses organisées par an à La Réunion, ce qui est purement phénoménal. Si vous comparez à une moyenne nationale sur d'autres territoires en métropole et la superficie de La Réunion. Le coût d'une course pour un coureur est d'environ 1 à 1,20 € du kilomètre. C'est-à-dire que le citoyen, qui en plus, je le souligne, se dit être un protecteur de la nature, un amoureux de la nature, c'est pour ça qu'il vient courir dans la nature, coûte en moyenne 1,20 €. C'est-à-dire que quand on fait un petit trail de 30 km, on en a déjà pour 30 € à 35 € la course. Imaginez le budget consacré à son hobby, à sa passion par an, et l'usage qu'on en fait du territoire. Je pense qu'à un moment donné, il faut raison garder. Déjà, je rappelle que ces courses sont soumises à autorisation de l'autorité publique et qu'il faut se poser la question, quelle est la limite qu'on se fixe à l'autorisation de ces courses? Et pourquoi pas, parce qu'on a posé le sujet des financements. Aujourd'hui, les finances sont rares. Et pourquoi pas la contribution à la protection directement de la nature des organisateurs de ces courses. Chaque course, en moyenne, entre 700 à 1000 personnes. Multiplié par 120, multiplié par 20 centimes, vous voyez le budget qu'on pourrait consacrer à la protection de nos territoires, directement. Il y a des moyens comme ça sur lesquels on doit réfléchir, sur l'engagement citoyen, sur la protection de son terrain de jeu. Parce que si on ne protège pas son terrain de jeu, la discipline même est appelée à disparaître à un moment donné. Parce qu'on aura tellement détérioré le territoire que les autorités, au bout du compte, vont prendre la décision de stopper ou de limiter de façon drastique l'usage de ce territoire. Et je peux vous garantir que
les sommes pour les autorités, pour continuer à préserver ce territoire, sont colossaux. Et les moyens diminuent. L'ONF aujourd'hui, qui est en charge de l'entretien de l'ensemble des sentiers de l'île, ont des moyens qui diminuent d'année en année. Le département fait ce qu'il peut pour soutenir, mais on sait bien, et tu le sais, que ça devient de plus en plus compliqué. Il faudra une prise de conscience citoyenne sur le sujet. Et là, j'étais sur le prisme du train, mais sur bien d'autres sujets, c'est la même chose. Merci beaucoup. Une brève réponse et on va clore cette séquence. C'est pour ça que l'ARB veut se saisir de ce sujet aux côtés du département, de l'ONF et du parc qui travaillent déjà sur ce sujet. Il y a le nombre de courses et il y a aussi le nombre de participants par course qu'il faudra aussi voir. Pourquoi pas aussi une réflexion, c'est pas de mon ressort, mais peut-être à limiter ces courses ou à limiter, ou faire des mois où il n'y aura pas de courses, enfin j'en sais rien. Il y a une réflexion à faire. Et sur les événements, il y a à la fois les coureurs, il y a aussi l'organisation, que ce soit des échos d'événements, il y a les accompagnants, enfin il y a beaucoup de sujets sur lesquels travailler. Et un vrai respect de la charte. Il existe une charte, mais qui existe pour exister, mais qui est souvent très très loin d'être respectée. Mais qui pourrait être contraignante pour un organisateur. S'il ne le fait pas cette année, l'année prochaine, par exemple, il ne pourra pas organiser sa course. Voilà une autre contribution à méditer. Merci beaucoup pour vos présentations. On va entamer la dernière séquence de cette matinée.